Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la culture juste et équitable. Ce webinaire prend la suite de 4 premiers webinaires déjà organisés sur l'année qui vient de s'écouler. Donc le premier sur la culture de sécurité, le second sur le leadership, le troisième sur la prévention des accidents graves et mortels et le quatrième sur les règles qui sauvent. Et aujourd'hui, donc un thème qui nous est cher, la culture juste et équitable. Et pour ce webinaire, nous aurons le plaisir d'accueillir 3 intervenants. D'abord, Camille Brunel, expert de l'ICSI, qui nous présentera les fondamentaux de la culture juste et équitable. Ensuite, Caroline Jobert, qui est directrice prévention, santé, sécurité de SARP, Veolia, qui nous apportera son approche opérationnelle de la culture juste et équitable. Et pour finir, Maïté Niepceron, administratrice et référente MAS Academy du MAS Île-de-France Normandie Centre, qui fera le lien avec la MAS Academy, cette plateforme numérique dédiée à la culture de sécurité. Avant de passer la main à Alain Kyo de l'ICSI et Nicolas Chouteau, secrétaire général du MAS France et International, qui vont nous présenter les éléments de ce partenariat, puisque ce webinaire est organisé en partenariat avec le MAS et l'ICSI, je me propose de vous donner quelques éléments logistiques. Vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire, donc pendant l'heure et demie qui va venir, de vous exprimer au travers du chat. Posez vos questions, n'hésitez pas. Pour certaines, nous vous répondrons directement sur le chat. Pour d'autres, eh bien, nous en ferons la sélection et je me permettrai de faire votre porte-parole. À la fin de ce webinaire, nous aurons une petite séance de questions-réponses et les intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Mais il n'y aura aucune question qui seront oubliées, qui ne seront oubliées, puisque nous allons écrire une foire aux questions avec l'ensemble des questions et bien sûr compléter avec l'ensemble des réponses apportées par les intervenants, et celle-ci sera à votre disposition avec le replay de ce webinaire que vous pourrez retrouver très prochainement sur le site internet du MAS France et International. Donc, sans plus attendre, je vous propose que nous puissions donner la parole à Alain Kyo, qui va nous présenter donc la première partie de ce partenariat MAS-ICSI. Merci Muriel. Quelques mots très rapides pour pouvoir effectivement présenter l'ICSI. Donc l'ICSI est une association de 1901 qui a été créée il y a 24 ans suite à AZF, l'accident que vous connaissez à Toulouse, et l'objectif, il est effectivement de travailler au développement de la culture de sécurité. Et donc l'ICSI regroupe à peu près 80 adhérents ou un peu plus, dans lesquels on va retrouver les grands industriels français, mais on va aussi retrouver les syndicats avec CFDT, CFE, CGT, puis FO. On va aussi retrouver des universités, puis des partenaires. Et donc l'ICSI, effectivement, œuvre depuis plus de 20 ans à développer la culture de sécurité. Donc effectivement, sur le slide, vous retrouvez là les principales missions que réalise l'ICSI. Donc effectivement, dans la vulgarisation et dans la promotion de la culture de sécurité, sachant que ça passe aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, au travers du partenariat, que ce soit avec le MAS ou le PPTP, sur lequel nous collaborons fortement ensemble, et ça amène beaucoup de performances, beaucoup d'intérêt. Donc voilà, donc vous retrouvez les grandes lignes de l'ICSI. Un point qui peut vous intéresser plus particulièrement, c'est les publications. Au-delà de ces webinaires, puis Camille l'évoquera aussi, nous avons beaucoup de publications et qui sont en libre accès sur notre site internet, donc il ne faut pas hésiter à les piocher. Il y a aussi sur notre chaîne YouTube pas mal de publications de vidéos qui sont disponibles, mais effectivement, nous avons des groupes d'échange avec nos adhérents pour travailler sur différents sujets, toujours autour de la culture sécurité, et puis nous accompagnons aussi nos adhérents dans le développement.
Et pour ne pas rester avec nos adhérents, effectivement, des partenariats comme on a aujourd'hui avec le MAS, c'est aussi l'OPVTP, mais aussi la NAC, voilà, d'autres éléments, nous permettent de croiser les regards et de jouer la complémentarité que nous avons entre l'ICSI et le MAS à travailler ensemble. Et voilà. Voilà en quelques mots la présentation de l'ICSI, et je passe la parole à Nicolas. Merci Alain. Alors, pour poursuivre sur ce partenariat, donc pour être partenaire, il faut donc être deux. Après l'ICSI, en quelques mots, le MAS. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, puisque nous avons aussi lors de ce webinaire des adhérents de l'ICSI. Donc, nous sommes une association but non lucratif également. Nous regroupons 6700 entreprises, à la fois des grands industriels, souvent adhérents de l'ICSI, et surtout la multitude des entreprises intervenantes qui interviennent sur ces sites. Donc l'idée de ce partenariat, c'est de travailler ensemble pour continuer à faire progresser la performance santé-sécurité des entreprises, parce que depuis de très longues années, nous sommes en capacité de montrer au sein du MAS que les entreprises certifiées MAS ont en moyenne 2 à 3 fois moins d'accidents que celles qui ne le sont pas. Donc ici, à l'écran, vous avez les statistiques en bleu de la CNAM concernant la métallurgie et le BTP, et les mêmes statistiques vues des entreprises masées de ces familles-là. Donc on voit rapidement qu'on dit d'un facteur 2 à 3, ben c'est le cas, comme vous pouvez le voir, et c'est vérifié tous les 6 mois au travers du suivi semestriel de nos adhérents. Pour autant, toutes les entreprises n'ont pas des résultats totalement identiques. Si l'on regarde dans le temps l'évolution des accidents dans les entreprises, vous avez en bas la maturité des démarches MAS de nos adhérents. Donc, on va dire en partant à gauche, les entreprises certifiées 1 an, en allant à droite, les entreprises qui enchaînent systématiquement les cycles de certification. On voit rapidement que sur la première partie du parcours, les entreprises réduisent très vite leurs résultats, santé, sécurité, environnement, que ce soit le taux de fréquence 1, le taux de fréquence 2 ou le taux de gravité. Par contre, on voit assez quand même au bout de quelques cycles, au 3e, 4e, que les résultats ont tendance à stagner. On a encore une baisse, mais très lente. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec l'ICSI pour analyser cette situation et voir comment nous pouvions franchir un cap. Donc, si on schématise et on reprend des termes que l'on entend souvent au sein de l'ICSI, hein, donc une culture de sécurité est bâtie sur 3 piliers. Donc, le pilier technique, on va dire voilà, l'entreprise, les ateliers, etc. Je ne vais pas vous faire le cours que vous ferez mieux que moi l'ICSI sur ce thème. La partie organisationnelle et la partie, on va dire, facteur humain. Donc, nous, les entreprises masées, notre diagnostic a montré qu'on est à l'interface entre organisation et comportement. Une partie de nos adhérents ont commencé à attaquer le thème du comportement, mais il nous faut embarquer plus largement nos entreprises parce que nous faisons le pari que c'est via les facteurs organisationnels et humains que nous pourrons franchir un peu ce plancher de verre que vous avez vu sur le slide précédent. Quelles actions avons-nous engagées ? La première des choses, en 2018, nous avons rédigé des conseils, les conseils de mascotte, hein, pour développer une culture de sécurité intégrée. Et finalement, au travers de ces webinaires, ce sont l'ensemble de ces conseils de mascotte qui vous sont présentés. Nous avons décidé de lancer une plateforme web, la MAS Academy, co-développée avec l'ICSI, et ça je laisserai Maïté vous la présenter en fin de webinaire. Il y a une formation optionnelle d'une journée pour les entreprises qui souhaitent avoir les fondamentaux pour développer une culture de sécurité qui a été créée aussi avec l'ICSI et est organisée au sein de nos associations. Et puis, ces webinaires qui sont devenus maintenant un rendez-vous un peu rituel. À côté de cela, quand même, il ne faut pas oublier que nous changeons de référentiel au niveau du MAS, et la version 2024 qui a été donc publiée fin d'année dernière et qui est rentrée en application progressive cette année, intègre pour la première fois les FOH. Comme vous l'a dit Muriel, aujourd'hui nous traitons de la culture juste équitable. Ça fait partie des éléments importants dans les politiques FOH des entreprises, mais finalement, de quoi on parle, comment la mettons en œuvre? Eh bien, je vais passer la parole à Camille Brunel, donc, qui va aborder la partie, on va dire, plus théorique de ce qu'on entend par la culture juste et équitable, et qui sera ensuite confortée par Caroline. Camille, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas, merci à ceux qui m'ont précédé. Donc effectivement, on va parler de culture juste et équitable. Donc pour celles et ceux qui me connaissent un peu, il y a déjà un immense défi qui m'attend, c'est de tenir en 20 minutes sur un sujet qui me passionne.
Je pourrais en parler des heures et je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux avec qui je discute et j'ai l'occasion de continuer à discuter sur ce sujet. On va garder beaucoup d'humilité. Évidemment, il y a une certaine expertise sur le sujet, mais on voit bien que c'est un sujet qui est toujours en cours de discussion, d'évolution, qui nous pose des défis, des challenges, et qu'on va essayer de relever. En tout cas, pour ce qui est du défi d'aujourd'hui, c'est de vous donner en 20 minutes, effectivement, les bases de ce qu'on entend par culture juste et équitable. Hop. Donc, par base, j'entends évidemment, je vais vérifier que ça marche bien. Hop. Voilà. Pardonnez-moi le petit temps de latence. Disons, c'est sensible la souris. Donc, je vais passer avec vous en revue quelques questions autour de ce sujet. Donc, ce que c'est, ce qu'on entend par culture juste et équitable, les bénéfices qu'on en attend, finalement, tout ça, pourquoi, pour quelle finalité. Ce qu'on verra ensemble, c'est une fois qu'on est convaincu de son importance, de son intérêt dans le cadre du développement d'une culture de sécurité, et bon, on va voir ensemble finalement comment on arrive à bâtir progressivement une culture juste et équitable. Pour ça, il y a des leviers à activer, il y a des pierres à mettre les unes après les autres. Et tout à l'heure, Nicolas parlait de comportement. Méfiez-vous, on parle souvent des comportements des salariés au plus proche des installations et des risques. Là, il va être beaucoup question des comportements des managers, des directeurs. Le sujet, en l'occurrence, va être véritablement la façon dont, dans leurs attitudes, dans leur posture, notamment face aux situations à risque, face aux écarts, face aux erreurs et face aux bonnes pratiques, face à toutes les nouvelles finalement qui remontent du terrain, comment chacun se comporte. Et vous verrez que, évidemment, sur ce sujet, ça engage énormément toute l'organisation et ses représentants, entendus comme l'encadrement et la direction. Donc on va poursuivre un petit peu là-dessus et on va entamer un premier sujet. Décidément, j'ai du mal avec cette souris qui ne veut pas tout à fait faire ce que... hop. Voilà, ça y est, j'ai trouvé la technique. Pas faute de faire quelques webinaires, je vois que j'ai du mal de temps en temps. Alors, ce que je vous propose, dans un premier temps, je ne sais pas exactement dans vos entreprises comment vous vous situez sur le sujet, même à titre individuel. Donc pour certains, ça va être une découverte. Pour d'autres, vous avez déjà entendu parler du sujet depuis un certain temps. Mais on a pour habitude de démarrer par une vidéo qui permet d'adresser la question de façon à la fois pédagogique, ludique. On va la regarder ensemble et sur cette base-là, on va poursuivre toute la réflexion autour de ce qu'est la culture juste. La culture juste. Appliquer la règle et juste la règle, parfois, ce n'est pas si simple. Et là, c'est l'écart. Non, pas si grand l'écart. Deux possibilités s'offrent alors à notre héros. Il se tait de peur d'être sanctionné, mais il sait que le silence ne fait que masquer un problème qui finira par s'aggraver. Autre possibilité, parler. Car il sait que, même si les nouvelles sont mauvaises, son manager appréciera cette transparence, sera à l'écoute des difficultés et cherchera à les corriger. Et oui, il travaille dans une entreprise qui a bien saisi l'intérêt d'appliquer une culture juste. Elle réagit aux pratiques de travail de manière équitable, homogène, dans un cadre compris et connu de tous. Chaque collaborateur sait que les bonnes pratiques sont reconnues et valorisées car elles contribuent à la bonne santé de l'entreprise. Chaque collaborateur se sent en confiance pour signaler une erreur car, pour l'entreprise, en tirer les leçons est aussi une source de progrès. Bien sûr, on ne peut tolérer pour autant le franchissement de la ligne rouge en matière de sécurité, car une culture juste protège les individus avant tout. Bref, la culture juste, c'est une réaction adaptée à chaque situation. Et voilà, climat de confiance, reconnaissance des contributions de chacun, mobilisation de tous. La culture juste est un formidable levier pour faire progresser la sécurité. Chacun partage ses difficultés et ses pratiques pour mieux se protéger soi-même et les autres. Plus besoin de parapluie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à travers finalement ces 2 minutes. Je suis sûr que vous en avez compris l'essentiel.
Vous remarquerez que cette petite pastille date un peu maintenant et on parle de culture juste dans le titre. Aujourd'hui, on y associe systématiquement la question de l'équité. Je reviendrai dessus, mais c'est très important. Donc, on va parler de culture juste et équitable. Et c'est tout ça, ça montre aussi l'évolution d'un sujet qui reste encore une fois à explorer. Vous l'avez vu, c'est pas une fin en soi, cette culture juste. Elle est, on verra tout à l'heure dans la conclusion, qu'elle est finalement une composante de notre culture de sécurité. Elle est un attribut favorable, d'une certaine manière, à développer cette culture de sécurité et aller et tendre vers une meilleure maîtrise des risques, tout autant que l'est le leadership, la mobilisation, la conscience des risques. Et vous verrez que les liens entre chacun de ces attributs est évident. Donc il faut le voir comme un levier indispensable qui va nous permettre, encore une fois, de faire une chose, c'est de favoriser dans l'entreprise un climat de confiance et de transparence. Évidemment propice à la circulation fluide des informations, à libérer la parole à propos de nos événements de sécurité. Un petit clin d'œil vers une entreprise, hein, nos événements de sécurité, mieux on en parle, plus on apprend et plus on progresse. Hein, donc, pour ne pas les citer, donc la RATP utilise ça, mais ça montre aussi tout le sens de la culture juste, cette idée de favoriser la remontée de nos événements, une meilleure analyse plus approfondie de nos événements, et derrière un retour qui sera frais auprès du terrain et à l'ensemble des acteurs, pour en tirer les enseignements et ensuite de progresser. Et ça, je vais rentrer dedans un peu plus en détail, mais si déjà vous retenez ce qui est écrit dans cette diapositive, ce qu'est la culture juste, c'est vraiment l'idée de poser un cadre, un environnement de travail, si vous voulez, qui à la fois permet à tout à chacun de comprendre l'importance, évidemment, de remonter les informations, mais de sentir que l'organisation, les managers, mes collègues et tous les acteurs que je vais rencontrer se sont accordés autour d'un certain nombre de principes clés qui vont me permettre de me sentir suffisamment en confiance, suffisamment légitime, suffisamment encouragé à remonter cette information et comprendre le bénéfice que ça va produire à moi, mais plus largement à l'ensemble de mes collègues, et non pas, et on le verra tout à l'heure, la crainte ou des doutes ou une incertitude sur ce que pourrait produire ma remontée, ma déclaration, ma suggestion. Pourquoi on parle de juste? Parce qu'évidemment, la confiance, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire « faites-moi confiance », etc. Ça s'éprouve, ça se démontre au quotidien. Et ça se démontre parce que la manière dont nous réagissons aux situations, quelles qu'elles soient, est juste, c'est-à-dire qu'elle est proportionnée à la situation. Il y a une analyse qui est rigoureuse, qui en est faite, et puis les décisions qui sont prises sont objectives, appropriées, et équitable parce qu'il y a vraiment une logique que chaque acteur soit logé à la même enseigne. Il n'y a pas de raison qu'on soit salarié, manager, direction, que les uns peuvent s'autoriser à faire des choses et que l'organisation laisse faire, alors que d'autres, ils seraient, entre guillemets, systématiquement punis. L'idée, c'est juste approprié, on verra tout à l'heure, ni trop excessif, ni trop, évidemment, comment on appelle ça, permissif, pardonnez-moi, mais qui est vraiment aussi la logique d'équité. Je me sens logé à la même enseigne et on est tous concernés et sortir un peu de cette idée du pas nous, pas moi, c'est les autres et finalement se renvoyer systématiquement la patate pour, entre guillemets, subir le moins possible. C'est pas ça qui crée de la confiance. Et ça amène plutôt les individus à se protéger plutôt qu'à chercher à progresser ensemble. Donc on va mettre de la prévisibilité dans les réponses de l'organisation et des managers grâce à un cadre, encore une fois, validé par tous. Alors j'en profite de temps en temps pour faire un saut vers mon chronomètre pour éviter, encore une fois, de discourir trop longtemps. Mais comprenez bien, et toutes celles et ceux qui nous suivent, qu'il y a quelque chose de très, 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 très précieux dans une entreprise, c'est les informations qu'elle va pouvoir capter, qu'elle va pouvoir saisir de façon, si possible, le plus spontanément possible, le plus transparent possible. C'est pas la même chose d'avoir une information au moment où ça se passe que quand on est face dos au mur. Donc, on veut de l'information au plus tôt, on veut de l'information précoce et de qualité, et on veut de l'information qui n'est pas uniquement sur nos, entre guillemets, quand ça se passe mal. Évidemment, les accidents, les incidents, les précurseurs, les événements au potentiel, les écarts, ce sont des pépites d'information, encore une fois, qui nous servent à progresser. Mais on a besoin de l'information quand ça se passe bien aussi. Les initiatives, les contributions positives, les suggestions, les bonnes pratiques. Vous voyez bien que on va chercher à travers
cette libération de la parole et cette remontée fluide des informations, vraiment de pouvoir progresser en s'appuyant sur deux leviers que sont comment on s'améliore à partir de situations anormales, inhabituelles, ou quand ça ne se passe pas comme on l'aurait espéré, mais aussi comment on capitalise, comment on progresse à partir de ce qui se passe bien et qu'on voudrait voir se généraliser dans l'entreprise. Donc, ayez bien en tête que ces deux types d'informations sont fondamentales. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, et c'est là, parmi les points que je voudrais que vraiment vous reteniez, encore une fois, on y croit. Je pense qu'on est tous convaincus de l'importance de partager des informations et de progresser à partir de ça. Mais là encore, malheureusement, nous sommes mis face à les réalités des entreprises et les réalités dans un monde dans lequel, finalement, il y a beaucoup de freins à cette remontée. Et quand les freins sont très installés, on verra tout à l'heure, on appelle ça le silence organisationnel. C'est pas pour rien organisationnel, hein. C'est pour vraiment montrer que c'est quelque chose qui va se passer dans l'organisation. C'est pas un problème individuel, c'est pas un problème juste entre moi et mon chef. C'est un problème qui commence à être collectif, qui s'installe. Et on dit que c'est le pire ennemi de la sécurité. J'en ai profité pour aller voler le petit logo d'une entreprise qui utilise les trois personnages, hein. Je ne vois rien. Quand je dis voler, c'est évidemment un abus de langage, hein. C'est largement partagé. Mais vous voyez, ces trois petits personnages qui effectivement montrent tout ce qui peut se passer dans nos organisations. On dit que les entreprises les plus accidentogènes sont souvent les plus silencieuses. D'accord ? Donc, ce silence organisationnel, c'est vraiment quand des situations importantes pour la sécurité, quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien, ne remontent pas, ne sont pas forcément bien traitées, pas forcément avec le niveau d'analyse qu'on voudrait, parce que finalement, la parole est figée. Où les gens ne veulent pas entendre, où les gens ne sont pas prêts à voir la réalité des choses. Et donc la parole est figée, l'analyse ne se fait pas, ou peut-être pas au bon niveau de traitement. Est-ce qu'on progresse? Évidemment que non, voire même on stagne, voire pire, on dégringole, nos résultats de sécurité se dégradent, et tôt ou tard, ne soyez pas surpris qu'un accident grave ait lieu. La question, c'est pas de dire s'il va avoir lieu ou pas. Il aura lieu. Quand? Ça dépendra d'un certain nombre de paramètres. Mais il aura lieu si ce silence s'installe trop. Parce que les gens vont finir par ne plus remonter les choses, parce les incidents vont se répéter, les risques ne seront pas maîtrisés ou solutionnés. C'est tout le désengagement que ça provoque qui peut être terrible. Et puis, au-delà de ça, c'est un climat dans l'entreprise qui se dégrade, et notamment la relation entre le manager et le manager. Donc, ça ne touche pas qu'à la question de la sécurité, ça peut toucher à la manière dont on travaille de façon globale, à partir du moment où on sent dans l'entreprise qu'il y a un certain nombre de freins à cette libération de la parole. Alors, ces freins, on va les voir un tout petit peu ensemble. Évidemment, vous aurez compris que si vous souhaitez plus de détails, je reviendrai, je vous donnerai des éléments, évidemment, que vous pourrez trouver dans les publications de l'ICSI, mais aussi sur la Maz Academy. Il m'a été un plaisir de vous montrer tout ça. Ces freins, évidemment, ils peuvent être individuels. On a tous des freins liés à notre histoire, etc., liés à nos peurs, etc. Ils peuvent être collectifs. Vous imaginez bien que l'influence du collectif sur l'individu qui vient de rentrer dans le groupe, qui doit faire ses preuves, et un collectif où la parole est plutôt on gère en local, c'est notre affaire, il n'y a que les anciens qui peuvent s'exprimer. Je suis caricatural involontairement, mais on peut imaginer que ça fige la parole. Mais il est aussi organisationnel, le silence. Et on voit bien qu'il y a des facteurs dans les entreprises, je peux en citer quelques-uns. Si c'est une entreprise qui utilise régulièrement la sanction, quel que soit le sujet, qui a tendance à dire égard égale faute égale sanction, vous imaginez bien que toute personne qui souhaiterait remonter une information, si elle sait qu'elle a plus à perdre qu'à gagner, elle le fera une fois, pas deux. Donc la question de la sanction systématique est un vrai problème. Tout comme le fait de jamais sanctionner ou jamais réagir. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, que ne jamais réagir, c'est propice aussi à la banalisation des écarts, à la banalisation des situations anormales, et une sorte de normalisation de la déviance. Et donc les gens ne finissent par ne plus en parler, puisqu'ils se disent « à quoi ça sert que je parle ?» On continue à tolérer des comportements inacceptables tant que ça fait marcher le business. D'accord? Donc je ne m'exprime plus. On voit bien que la priorité, elle est donnée sur autre chose, ou par manque de courage managérial. Donc pourquoi m'exprimer? Ça ne bouge pas. C'est lié aussi à l'absence de retour d'information. Je remonte une information, j'en ai jamais de retour. Ça peut être lié au sentiment que on ne regarde que ce qui ne va pas. Mais quand est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Quand est-ce que ce que je fais bien, mon chef vient me voir? Ah ça, il sait me tomber dessus. Mais sait-il apprécier mon effort, mon investissement? Quand je remonte quelque chose, évidemment, les bonnes pratiques, personne n'a l'air de s'y intéresser. Alors, par contre, les écarts,
là, branle-bas de combat au sommet de l'entreprise. Donc là encore, la question de l'absence de reconnaissance peut être un frein à la libération de la parole, en particulier sur tout ce qui relève des bonnes pratiques, des adaptations, etc. Vous voyez, donc, et puis évidemment, un classique que vous connaissez, si on ne fait que, mais qui est lié à la question de la sanction, si on ne regarde les événements que sous le prisme du comportement individuel, et en particulier de l'erreur, et on s'arrête à cette explication-là, les gens ne remonteront pas des informations, par exemple, sur les processus défaillants depuis longtemps, les causes latentes, les problématiques organisationnelles, puisqu'ils ont l'impression que, quoi qu'il arrive, c'est sur celui qui sera sur le terrain, qu'aura fait peut-être une erreur ce jour-là, mais que retombera toute la responsabilité. Et c'est malheureusement ce qu'on voit encore hein, dans les médias, où dès qu'il y a un événement grave, très grave, dont on sait tous que c'est très généralement systémique, ça intègre plein d'aspects de l'organisation, il est assez courant de dire problème individuel d'une erreur humaine. Et comme ça, on trouve les solutions facilement, on fait plaisir, mais en réalité, est-ce qu'on a progressé? Zéro. Voilà, donc c'est là où la question de centrer sur l'erreur humaine au détriment des causes organisationnelles finit par faire taire les gens. Je continue un peu dans tout ça pour vous dire que face à ça, face à ce défi, face à l'idée qu'il faut absolument lutter contre le silence organisationnel, il y a un certain nombre de réponses. Déjà, si vous n'avez pas des managers un peu convaincus et un peu leaders sur ces questions, oubliez. Donc, la question du leadership, elle est centrale, hein, le leadership des managers. Mais il y a deux au moins aspects que je voudrais aborder avec vous. Le premier, c'est que si on veut favoriser la libération de la parole, encore faut-il disposer progressivement d'un système dans sa globalité qui le permet. On pense souvent à la voie informatique, je renseignais, etc. Il y a bien d'autres opportunités de discuter et d'encourager la parole. Dans des moments conviviaux, dans les visites, dans les causeries, dans les briefings, à l'accueil, lors de l'entretien. Tous ces moments-là sont des moments importants dont on espère que l'information remonte, redescende aussi, puis à un moment donné soit quelque part captée et permettant derrière des analyses et puis d'en tirer des enseignements. Mais si on n'a pas déjà une organisation qui prévoit ces temps-là, un peu ritualisés, et que dans les postures des gens qui, dans ces moments-là, accueillent les nouvelles, bonnes ou mauvaises, renvoient l'impression que ça tombe dans les limbes, je le traiterai plus tard, qu'est-ce que tu as encore fait, la surréaction, etc. Donc il y a des questions de posture, mais il y a surtout de ces moments qui sont précieux dans la vie de l'entreprise et dont il faut s'assurer que c'est des moments où on peut se parler de la vraie vie, de nos événements, bien comme ceux qui se passent moins bien. Ça, globalement, vous avez tous ces systèmes-là, vous avez tous ces moments-là, ils marchent plus ou moins bien, je vous laisserai voir là où vous pouvez progresser. Une fois qu'on a dit ça, comme je le disais, la confiance, la transparence, ça ne se décrète pas. Il faut des preuves. Et pour ça, la culture juste est une véritable et équitable, est une véritable réponse. C'est une parade, il faut le voir comme une parade au frein, au silence organisationnel. C'est une parade à la perception que pourraient en avoir les acteurs quand ils remontent une situation. Parce que plus on va vers une culture juste et équitable, plus on bâtit les ingrédients, encore une fois, de la confiance, de la coopération entre les acteurs, du sentiment que ce que je vais dire sert, est utile à moi, à mes collègues, à l'ensemble du groupe et plus largement. Pour ça, bâtir une culture juste et équitable, ça suppose de s'accorder encore une fois sur un mode de fonctionnement commun, partagé, qui fait sens pour tous, qui évidemment objective de manière assez claire la façon dont l'entreprise traite les situations et également les managers. Il y a 4 pierres à cette fondation, je dirais, 4 piliers, 4 pierres, peu importe les termes que vous souhaitez utiliser. Le premier, c'est qu'on ne peut pas progresser sur le sujet si on n'a pas une compréhension fine des comportements et des contributions au sens large des individus à la sécurité. Sortons du binaire, c'est bien, c'est pas bien, soyons plus nuancés, on le verra tout à l'heure. Et c'est aussi progressivement d'aller vers le droit à l'erreur. Encore une fois, je vous le préciserai, dans des conditions particulières, mais sanctionner une erreur isolée, ça n'a aucun sens, juste à celui de détruire progressivement le climat de confiance et de détruire la source d'information qui nous permettrait de progresser. Je reviendrai tout à l'heure, j'ai au moins 2 petites précisions à vous donner là-dessus. La deuxième chose, on reviendra dessus tout à l'heure aussi dans la conclusion, c'est une culture juste, c'est une culture dans laquelle chacun sait apprécier à sa juste mesure les contributions des uns et des autres,
que ce soit au résultat, que ce soit la personne pour son attitude générale, pour son investissement, pour ses bonnes pratiques, pour son amélioration. Il y a tout un champ autour de la reconnaissance, pas uniquement des résultats, mais de tout un champ individuel de l'équipe. Et ça, malheureusement, c'est un levier sur lequel on a encore du mal à progresser. Une culture juste, c'est pas une culture qui s'autorise des écarts, qui autorise entre guillemets de faire n'importe quoi. C'est pas, on tombe pas dans une forme de culture permissive où sous prétexte qu'on veut libérer la parole, on se mettrait à autoriser. Non, une culture juste, elle fonctionne à partir du moment où on est clair sur nos fondamentaux, nos règles d'or, nos règles qui sauvent et dont on est sûr qu'elles sont évidemment mises en œuvre, suivies, et que s'il y a franchissement volontaire de ces règles-là, à ce moment-là, ça légitime évidemment des sanctions qui peuvent être plus ou moins sévères, évidemment, en fonction du contexte. Mais c'est très clair qu'une culture juste, elle protège les individus avant tout. Il n'y a pas de raison que ceux qui fassent des efforts voient ceux qui prendraient des risques inconsidérés face à des règles fondamentales soient effectivement laissés, entre guillemets, tranquilles. Donc, la rigueur, la discipline autour de ces règles fondamentales constitue un pilier de la culture juste et une pierre à mettre en œuvre. La quatrième, c'est que les événements peuvent se produire, on essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Quand ça se passe pas forcément bien ou pas comme on l'avait prévu, d'accord? La question, c'est une culture juste. Elle sait analyser les événements pour distinguer de manière claire ce qui relève, on va dire, des comportements individuels, presque de la responsabilité des individus, et de ce qui relève des causes organisationnelles, les défaillances techniques, organisationnelles, managériales. Et donc, cette bonne calibration, cette bonne caractérisation des écarts, elle rend plus juste derrière les décisions qu'on prendra parce qu'elle s'appuie sur une analyse rigoureuse et sur le fait que, est-ce que c'est plutôt un individu qui avait les moyens de faire autrement et qui a décidé de, malgré tout, de prendre un risque, ou on l'a mis dans des conditions qui, de près ou de loin, de manière plus ou moins grave, etc., allaient quelque part conduire, influencer, favoriser cet écart ou cette conduite un peu à risque. Et à partir du moment où on sait distinguer ça, on arrive à légitimer et expliquer de façon très claire, pédagogique, les réactions qu'on prendra. Il me reste évidemment quelques minutes pour vous dire que, comme je le disais, la reconnaissance, alors vous trouverez ces slides, hein, évidemment, et vous voyez qu'on essaye progressivement de partager ensemble tout ce vocabulaire autour des comportements, fondamentalement simplifié, puisque vous imaginez que comprendre le comportement humain, comprendre, etc., ou le caractériser, ça peut être des heures et des heures de discussion et du travail académique important, et à ne pas trop simplifier. Mais malgré tout, si on cherche, on vous positionne comme ça les types de contributions, allant des plus positives, de l'erreur jusqu'aux transgressions. J'imagine que Caroline reviendra là-dessus aussi dans un aspect un peu plus opérationnel. Mais je réinsiste sur l'importance que, pour bâtir une culture juste, soyons tous convaincus et mettons en œuvre les dispositifs, les méthodes et les moments pour valoriser ce qui globalement est 70 à 80 de nos comportements, de nos contributions à la sécurité. Nous sommes un agent de fiabilité faillible. S'il nous arrive de faire des erreurs ou des écarts, d'accord, soyons humbles, hein, ça peut arriver à tous largement. La plupart du temps, dans des situations dégradées, dans des situations difficiles, dans des situations, on met en œuvre notre intelligence, on met en œuvre notre expérience, notre expertise, pour faire que ça se passe bien. Bon, il ne s'agit pas non plus de dire merci toutes les 30 secondes, mais vous imaginez bien que fondamentalement, comme c'est une nature de comportement important dans l'entreprise, l'organisation doit mettre les moyens pour valoriser ça, le reconnaître. Et on pourrait détailler, mais évidemment, il s'agit de regarder ça de manière claire, pour pas non plus basculer dans une forme de gratitude financière systématiquement. Il y a bien d'autres leviers pour faire de la reconnaissance. Concernant évidemment les erreurs et les transgressions, je vous le dis, hein, erreur à différencier très clairement de la transgression. L'erreur, la personne n'avait pas l'intention de faire ou de s'écarter de la norme, de la règle. Il y a un certain nombre de conditions qui l'ont conduit à, donc c'est un acte involontaire, dont on va aller chercher le pourquoi du comment on en est arrivé là. La répétition d'erreurs pose problème, sauf si évidemment, s'il y a répétition d'erreurs, c'est peut-être parce que la situation en tant que telle était depuis longtemps problématique. La transgression est une transgression volontaire.
dont on ne regardera pas aujourd'hui, mais dont vous regarderez plus tard dans les différentes publications et documents, qu'elle n'est pas toujours de même nature. On peut avoir des transgressions parce que tout le monde fait comme ça dans l'entreprise et je fais que répéter les comportements de mes collègues. Et donc, est-ce que la sanction ou la réaction doit être individualisée ou plus collective? Je vous laisse imaginer. Ou une transgression d'un individu qui, par une attitude désinvolte, à risque, décide de se mettre sciemment d'une certaine manière en danger, peut-être parce que lui-même considère qu'il est meilleur que tout le monde. Et dans ces cas-là, évidemment, la réaction n'est plus du tout la même. Mais dans tout ça, vous imaginez bien qu'il y a diverses natures de transgression qu'il est très intéressant à aller étudier. Pour, encore une fois, l'objectif, c'est que derrière, les réactions et les enseignements qu'on en tire ne seront pas de même nature et donc pas acceptés, évidemment, de la même manière par les individus. Voilà, en guise de conclusion, 2 diapositives. La première, c'est de vous redire à quel point cette culture juste, elle nous évite de basculer soit d'un côté dans une culture trop punitive, qui évidemment nous ferait baisser en niveau d'engagement de manière considérable, soit trop permissif, qui là encore laisserait trop les comportements à tous les niveaux se répéter, même les plus à risque. Il faut arriver à trouver ce curseur, ce juste milieu, qui dépend de votre histoire, qui dépend de votre maturité, se le challenger régulièrement pour se dire, est-ce qu'on n'a pas basculé trop d'un côté? Est-ce qu'on n'a pas basculé trop de l'autre? Et cette culture juste, encore une fois, c'est à l'ensemble des acteurs de l'organisation de se mettre d'accord sur ces pratiques et de faire en sorte que, encore une fois, le cadre de confiance, de transparence s'impose. Voilà, pour vous dire que cette culture juste, évidemment, vous la retrouvez en lien avec tout de suite ce qu'on a entendu, hein, la transparence. Évidemment, cette transparence, cette information, on veut en faire quelque chose. Donc, les liens évidents avec la culture apprenante sont évidemment forts. Je rappelle quand même que l'objectif final, c'est la maîtrise des risques. Donc, on remonte les informations, on apprend, on maîtrise mieux, on progresse. Mais ça n'empêche qu'effectivement, n'oubliez pas que pour construire cette culture, il faut fondamentalement s'appuyer sur des managers, leaders qui portent le sujet. Il faut nécessairement se mettre d'accord sur nos risques. Et donc, ça touche à la conscience des risques parce que pour construire des règles, pour se mettre d'accord sur ce qu'on attend, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, encore faut-il avoir construit une référence commune autour de nos risques majeurs. Et surtout, ça mobilise tout le monde. Opérationnel, fonction support, partenaires, clients, c'est tous ensemble qu'on doit construire cette culture parce que si je me comporte ainsi en tant qu'entreprise intervenante ou entreprise utilisatrice, mais que ce n'est pas quelque chose que j'ai discuté avec mon entreprise intervenante et utilisatrice, vous imaginez que si on ne partage pas un minimum un cadre commun, il y a créé de la dissension, ça crée des problèmes, et l'un ou l'autre, tôt ou tard, finira par se taire dans l'échange qu'il peut y avoir entre les 2 grandes familles d'entreprises, utilisatrices d'un côté et intervenantes de l'autre. Donc, c'est tous ensemble, et encore plus côté, encore une fois, dans cette logique de partenaire industriel, mettons-nous d'accord autour d'un cadre clair. Tout ce que j'ai dit, avant de passer la parole à Caroline, tout ce que j'ai dit, j'espère qu'évidemment ça a été clair. Vous le retrouverez dans un document à paraître le 18 novembre prochain et qui sera disponible sur le site internet de l'ICSI, l'essentiel de la culture juste et équitable. Donc, pour ceux qui en ont l'habitude, c'est une collection qui nous permet d'avoir en synthèse les principaux points évoqués ensemble aujourd'hui avec les éléments visuels que je vous ai montrés. Et tout ce qui vous permet d'approfondir un petit peu le sujet avec évidemment encore plus je l'espère, d'appétit suite aux échanges qu'on a pu avoir ou en tout cas la présentation. J'espère que vous serez nombreux à vous documenter et à en apprendre un peu davantage. Il y a aussi évidemment le support Maz Academy, mais là, ce sera Maïté de le présenter et vous y retrouverez évidemment tous ces sujets. Je vous remercie. Merci beaucoup Camille pour nous avoir présenté les fondamentaux de la culture juste et équitable parce que ce sont de jolis mots, culture, juste, équitable. Ce sont de très très jolis mots, mais il n'est pas si simple que cela de voir ce que cela représente et surtout comment cela se joue sur le terrain.
Tu nous as apporté, Camille, donc un certain nombre de notions au travers donc de supports, de vidéos qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Donc merci beaucoup, Camille. Avant de laisser la parole à Caroline, j'aimerais juste repréciser que n'hésitez pas à faire vos commentaires, à apporter éventuellement des compléments ou des questions donc sur le chat, puisque nous allons pouvoir revenir sur ce point et répondre à vos questions. Caroline, afin de compléter donc cette présentation des fondamentaux, nous sommes curieux d'avoir ce retour opérationnel puisque Caroline va nous présenter en fait ce qui a pu se jouer au sein de SARP Veolia en termes de culture juste et équitable. Caroline, nous te laissons la parole. Merci beaucoup Muriel, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, SARP, qui veut dire Société d'assainissement de la région parisienne, est une société en fait qui comporte 6500 salariés et qui est répartie sur 250 agences partout en France. Et cette société a la particularité d'avoir des toutes petites agences. La plus petite, elle doit faire 6 personnes et les plus grosses font 200-250 personnes. Et pour autant, SARP fait partie de quelque chose d'encore plus gros qui s'appelle Veolia, là où on est à 220 000 salariés. Et il se trouve que l'année dernière, SARP avait les résultats sécurité les plus mauvais de la zone France de Veolia, qui avait donc un TF1 inférieur à 5. Et le groupe s'est posé la question en se disant comment on peut faire pour améliorer cette situation. Et donc, effectivement, SARP a accepté d'être la business unit pilote parce que SARP était concerné par la survenue d'accidents graves, par des situations à risque qui s'accumulaient et pour lesquelles on avait l'impression d'apporter des réponses et pourtant elles n'étaient pas efficaces, ou plus grave, la répétition d'événements, des accidents ou des situations dangereuses qui avaient fait l'objet d'analyses et des fois des analyses qui nous semblaient poussées, et pour autant, avec donc la mise en œuvre de mesures correctives, des plans d'action, des délais, des pilotes, et pour autant, ça recommençait soit sur la même entité ou dans une entité à côté. Donc, à côté de ça, en début d'année, on avait décidé de lancer des audits, et donc sur une des restitutions qui a été faite par un de nos partenaires, effectivement, le constat était assez inquiétant, c'est-à-dire que nous avions des règles d'or, pour autant elles n'étaient pas forcément respectées. Là, c'est l'exemple, par exemple, des détecteurs que vous avez à l'image. Il y avait une normalisation de la déviance par nos opérateurs, c'est-à-dire qu'en gros, comme tout le monde faisait ça, c'est ce que disait très justement Camille tout à l'heure, ils ne voyaient plus l'intérêt de devoir remonter ces situations anormales. Et puis, à côté de ça, on avait 41% des managers sur cette région-là qui avaient l'impression que de toute manière, il n'y avait pas de sanction en cas de non-respect des règles de sécurité. Et c'est ça qui était très inquiétant, c'est-à-dire que c'était les managers eux-mêmes qui reconnaissaient quelque part qu'une partie de leur fonction managériale n'était pas mise en œuvre. Les salariés confirmaient en disant que les encadrants n'étaient pas toujours exemplaires et qu'ils justifiaient le fait de ne pas respecter des règles parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Donc on était dans une situation qui était assez inquiétante.
confirmer, ça c'est la slide d'après, et après on en aura fini pour le moment en termes de statistiques, sur une comptabilisation du nombre de situations dangereuses qui était très hétérogène selon les régions. Il y a 8 régions au sein de SARP. Des bonnes pratiques qui, elles, la valorisation des bonnes pratiques, on était plutôt sur 2 à 3 000 valorisations par an, là où il y avait 242 sanctions. Donc, il y avait un réel décalage entre les bonnes pratiques, cette valorisation et les sanctions, en sachant pour autant que la valorisation, elle n'était pas forcément non plus formalisée. Donc, en termes de capitalisation sur les bonnes pratiques, vous pouvez mieux faire. Et quand, à la fin de l'année 2024, en gros, SARP enregistrait un accident à peu près par jour sur son périmètre, donc plus de 365 accidents l'année dernière. Et le nombre de salariés arrêtés, quand vous faisiez un cumul, on arrivait à 73 salariés qui, de toute l'année, ne travaillaient pas. Donc, on s'est rapproché effectivement de l'ICSI. Ça, c'était il y a à peu près un an. Et puis, on a un peu travaillé avec eux et le groupe nous a demandé donc de lancer ce pilote. Alors, comment ça s'est passé de manière très opérationnelle au sein de la SARP? Je vous ai dit, il y a 8 régions. Donc, nous avons dans un premier temps formé les membres du COMEX de la société, avec ensuite une déclinaison de cette formation auprès des 8 régions. Sur ces formations, on a essayé d'appliquer les préceptes qu'on nous avait enseignés, en rappelant qu'il fallait absolument avoir une approche positive de tout ce process, qu'il fallait définir un espace de jeu très clair, qu'il fallait faire une distinction entre l'erreur et la faute, qu'il fallait travailler sur les 6 piliers du silence organisationnel. Un des piliers sur lesquels on a le plus travaillé, très clairement, c'était par exemple le fait, on avait des remontées de situations dangereuses, mais pour autant, les salariés qui participaient à ça n'avaient pas forcément de retour de notre part. Et on avait une de nos zones où à l'heure actuelle, enfin en 2024, ils étaient à peu près à 2 remontées de situations dangereuses par an, ce qui faisait à peu près 2800 situations dangereuses. Les 2800 situations dangereuses, il faut les traiter. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelqu'un qui est en capacité de dire très bien, ne vous inquiétez pas, on a enregistré votre remontée, on reviendra vers vous, ou c'est déjà en cours de traitement, mais au moins d'être informé du traitement apporté à sa remontée, parce que vous pouvez être certain, effectivement, que si vous ne répondez pas à cette remontée, qui est un effort, dans notre activité, l'assainissement, on n'a pas des grands écrivains, et donc déjà pour eux, quand ils font cet effort-là, il faut respecter ça. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour mettre en face une organisation qui soit en capacité de répondre. On a aussi densifié des visites managériales avec une présence plus accrue des managers sur site. Et puis, 8 régions, on a défini ce qui était, on leur a demandé de définir ce qui était attendu et ce qui était inacceptable. Alors effectivement, au sein du groupe Veolia et SARP, il y a les 12 règles qui sauvent, il y a 2 règles d'or au sein de la SARP. Il y a une politique très claire sur la consommation d'alcool et stupéfiants. Pour autant, ce qu'on leur a demandé, c'était de se servir de leur remontée, des audits, des causeries, de toutes les informations qui avaient pu quand même nourrir leur système, de manière à vraiment avoir presque du sur-mesure par région, c'est-à-dire qu'il y ait des éléments généraux
mais aussi des choses qui leur sont propres. Mais que par contre, une fois qu'ils allaient définir ce cadre avec ce qui était attendu, c'est-à-dire quelles étaient les bonnes pratiques qu'on voulait valoriser et quelles étaient les déviances qui étaient inacceptables et pour lesquelles il y aurait forcément des sanctions, il fallait vraiment être juste parce qu'il n'y aurait rien eu de pire que de définir des choses inacceptables tout en continuant à les accepter sur le terrain. Donc, on leur a demandé de ne pas être dans un premier temps trop ambitieux, mais vraiment de se focaliser sur ce qu'ils allaient définir dans ce cadre. Et que ce cadre soit partagé avec la totalité des opérateurs. C'est-à-dire qu'il était important que tout le monde comprenne et connaisse les nouvelles règles du jeu. Donc, on a procédé à ces formations, à ces communications, et puis, on s'est lancé. Donc, il y avait la partie valorisation qui était aussi très importante. Donc, on a partagé, vous le voyez, une planche où vous avez 101 façons de reconnaître et de valoriser une bonne pratique, une action. Ça peut être de la vigilance partagée, mais pas que. Ça peut être des remontées de propositions d'amélioration de process. Enfin, vraiment, on a essayé de vulgariser et de faciliter ces remontées et ces reconnaissances en identifiant 3 types de personnes contributives au sein de la SARP, donc les engagés, les proactifs et les exemplaires, et de manière à pouvoir aussi cadrer cette reconnaissance, sous quelle forme elle peut être faite selon qu'on est plutôt engagé ou plutôt proactif, et de pouvoir communiquer sur ça, puisqu'en fait, on essayait aussi de faire appel à ce que chacun d'entre nous a au fond de nous, hein, c'est-à-dire que c'est toujours beaucoup plus agréable qu'on puisse valoriser le travail qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, quand on valorise votre travail, vous avez toujours beaucoup plus de facilité à accepter qu'on puisse vous proposer ou vous encourager à modifier une ou plusieurs choses, mais pour être meilleur. Si d'entrée, quand vous allez vers quelqu'un, vous lui expliquez tout ce qui ne va pas, elle va se fermer, alors que quand vous rencontrez quelqu'un dans le cadre, par exemple, d'une visite managériale et que vous allez valoriser dans un premier temps tout ce que vous avez vu qui était bien fait, la personne va forcément se détendre et ça va faciliter l'échange et du coup la progression. Donc, on a travaillé sur cette partie valorisation. Et puis, en parallèle, et ça, c'est peut-être la marque de fabrique de chez nous, on a essayé de sortir un logigramme pour aider justement la totalité de nos managers et de nos collaborateurs à faire vraiment une distinction entre l'erreur et la faute. Et pour ce faire, puisqu'en fait, dans ce qu'on nous avait effectivement enseigné, il y avait 3 catégories de personnes qui sont potentiellement créatrices de situations dangereuses. Il y a celles qui ne savent pas, celles qui ne peuvent pas et celles qui ne veulent pas. Et celles qui ne savent pas et celles qui ne peuvent pas, on va dire qu'on peut trouver des clés rapidement pour faire en sorte de rectifier une situation. Par contre, celle qui ne veut pas, ça va être plus compliqué parce qu'on est sous la volonté. Et donc là, on est effectivement sur la phase comportementale, humaine, et qui est donc plus compliquée à traiter. Pour autant, on a donc identifié un logigramme en cas de déviance, quelle qu'elle soit. Alors, vous pouvez l'utiliser pour une situation dangereuse qui serait remontée, vous pouvez l'utiliser pour un accident, vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de situations. Le but, c'est
de pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs que ce qu'on avait pu faire par le passé lorsqu'on faisait des analyses d'accidents et qu'on n'allait pas forcément jusqu'aux causes racines. Parce que finalement, et ça c'est le MAS, c'est ma casquette du MAS qui... ça fait très longtemps qu'on parle des causes racines, mais les causes racines, est-ce qu'on sait réellement quelles sont-elles, quoi? Quand on a édicté ce logigramme, on a commencé effectivement par la notion de connaissance, c'est-à-dire est-ce que la personne qui a, alors si on est dans le cadre d'un accident, a eu cet accident, est-ce qu'elle était consciente ou pas du risque? Si la réponse est non, on va classer ça dans une erreur de connaissance. Mais pour autant, il faut que l'organisation que nous sommes se pose réellement la question de se dire, cette personne, elle a été victime d'un événement, mais elle ne connaissait pas le risque. Comment est-il possible que notre organisation ait permis qu'un salarié puisse se retrouver à faire une activité sans connaître le risque? Et donc, ce qu'on demande dans ce cadre-là, lorsque donc un salarié, on est face à une erreur de connaissance ou une erreur de capacité, même logique, est-ce que la personne avait les moyens de prévenir la situation qui est arrivée? Si la réponse est non, c'est une erreur de capacité, donc une erreur de connaissance ou une erreur de capacité. On demande à notre organisation de passer ce logigramme au niveau du N+1, c'est-à-dire regarder d'un point de vue managérial comment le manager a pu arriver à cette situation. Après, on est sur la phase de la volonté et donc de savoir si la défaillance, en gros, est intentionnelle ou pas. Ça, c'est la première question. Si la réponse est non, on va se poser des questions sur la clarté des règles et si une personne, ça ne pouvait, enfin, si une autre personne faisait la même prestation, est-ce qu'il lui serait arrivé la même chose? Si la réponse est oui, on sera plutôt vers une erreur du système, c'est-à-dire ça concerne tout le monde. Si l'erreur est non, c'est une erreur individuelle. Mais là, on est vraiment sur des erreurs sur lesquelles on va pouvoir capitaliser. Si on est sur une défaillance intentionnelle et que les règles étaient claires et que c'est sciemment, entre guillemets, que la règle n'a pas été respectée, on va alors tomber sous le coup de la faute. Et du coup, le coup de la faute, elle sera forcément sanctionnée avec des graduations. Et le choix que nous avons fait chez SARP, c'est de graduer en fonction de deux choses. La première, c'est est-ce que nous sommes face à une règle qui sauve? Oui, non. Et ensuite, est-ce que la déviance est récurrente ou pas? Et en fonction de ces questions, comme de toute manière on sera sous le régime de la faute, on va rentrer dans une procédure disciplinaire. Ça, nous l'appliquons depuis le mois d'avril de manière très opérationnelle, puisque avril 2025 correspond à la date à laquelle on a fini la formation des 8 CODIR. Je vous avais mis des exemples, mais je crois que nos supports vont être proposés. Les gens qui participent au webinaire pourront y avoir accès. C'était ces exemples qui avaient été soumis, c'était pour alerter toutes les entreprises de faire très attention, c'est-à-dire que quand vous commencez à traiter une situation, des fois, vous pouvez avoir une mauvaise perception de la réalité des choses. Et il est très important, vraiment, de poser de nombreuses questions de manière à pouvoir avoir une réponse adaptée à cette question. Et donc, je crois qu'on est un peu pris par le temps. Donc,
dans les deux cas, dans le premier cas, il y avait effectivement une règle qui sauve qui avait été transgressée. C'était la première fois qu'il enfreignait la règle. Et effectivement, la sanction attendue, elle doit être sévère. La deuxième fois, on peut avoir l'impression que la personne a transgressé et est rentrée dans un espace confiné. Pour autant, c'est l'organisation qui avait un souci, une défaillance. C'était plutôt une erreur du système et on était plutôt sur une valorisation de cette remontée faite par le collaborateur. C'est l'autre slide, voilà, merci. Pour lequel, effectivement, il a eu le courage de venir dire, bon ben voilà, je suis rentrée dans un espace confiné, mais excusez-moi, il n'y avait pas de balisage, il n'y avait rien qui me disait, et n'imaginez pas un espace confiné où même visuellement, tout le monde pourrait voir qu'il est dans un espace confiné. Ça peut arriver de se retrouver dans un espace confiné sans le savoir vraiment. Donc, je vais finir mon intervention de manière à vous donner des éléments très pratiques. C'est que sur les 4 mois entre avril et août 2025, nous avons enregistré un certain nombre d'événements. Sur ces événements, on peut voir qu'il y a eu 5 erreurs de connaissance, 13 erreurs de capacité, 19 erreurs système, 44 erreurs individuelles, 9 fautes. Vous voyez les sanctions qui sont à côté. On voit qu'on est encore un peu bancal dans l'application, puisque normalement, 9 fautes, on aurait dû avoir 9 sanctions. Vous en voyez que 5. Donc, ça veut dire qu'il y en a 4 qui n'ont pas eu de sanctions. Erreur de connaissance, erreur de capacité. Ça veut dire qu'il y a 18 actions pour lesquelles on aurait dû passer l'analyse culture juste au niveau N+1. Ça n'a été fait que 5 fois. Et donc, on commence, on démarre. Pour autant, ça porte quand même ses fruits. Je vous ai dit que l'année dernière, SARP était la plus mauvaise, enfin la BU qui avait les plus mauvais résultats sécurité. Depuis 1 an, il y a eu une vraie amélioration sur le TF2, sur le TF1 et sur le TF2. Il y a surtout un climat social où les gens remontent beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de travail, mais on était prêt pour ça. À l'heure actuelle, on aide nos managers à pouvoir répondre à nos collaborateurs parce que la culture juste, les remontées de situations dangereuses s'accompagnent avec de nombreux autres dispositifs, le je stop et j'appelle, la vigilance partagée, et tout ça combiné nous fait progresser collectivement. C'est beaucoup de travail, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'aller sur le fameux plafond de verre dont parlait Nicolas au début, et j'espère que ça pourra être partagé par le plus grand nombre d'entreprises parce que manifestement, ça apporte ses fruits. Très bien, merci beaucoup Caroline. Effectivement, que tu as pu apporter de l'opérationnel, parce que là on est directement sur une entreprise avec une démarche qui a été réfléchie, mise en place. Bien sûr, ce retour sur 1 an, donc on peut se dire 1 an, c'est assez court finalement, et on aurait presque hâte et envie de se donner rendez-vous dans quelques temps pour voir si ça continue. Et on l'espère et on vous le souhaite et on est assez confiant. En tous les cas, merci beaucoup pour ce retour, Caroline. Alors, les questions et les commentaires donc se précisent. Donc, merci à vous tous. Donc, avant d'arriver à cette séance de questions-réponses, nous allons donner la parole pendant 10 petites minutes, voire 8 petites minutes, la parole à Maïté. Donc, pour faire le lien avec la Maz Academy, parce que, effectivement, comme le disait Caroline, ce qui est important, c'est que chacun sente qu'il peut lui aussi être concerné, lui aussi peut être acteur, quelles que soient les entreprises, quelle que soit la taille, quels que soient les secteurs d'activité. Et donc, eh bien, la Maz Academy peut aider toutes ces entreprises à se lancer dans cette dynamique de culture juste et
équitable. Pardon. Donc, Maïté, c'est à toi. Merci Muriel et bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce 5e webinaire. Donc moi je vais faire comme d'habitude, je vais faire le lien entre ce que Camille vous a transmis comme information et ce que Caroline vient de nous présenter comme retour d'expérience qui est tout à fait en lien avec ce qu'on peut retrouver dans la Maz Academy. Donc pour traiter de ce sujet, la culture juste et équitable, nous, dans la Maz Academy, adhérents du MAS, vous allez trouver 2 modules. Un module pédagogique sur la culture juste qui vous donnera les fondamentaux de ce thème avec toujours un module d'introduction, mais on ne va pas s'attarder dessus. Évidemment, une progression dans le thème au travers du parcours. Donc, on va commencer avec les premiers pas vers une culture juste, avec l'idée là, c'est de comprendre ce que c'est, hein, la culture juste, ses bénéfices et surtout ses composantes. Vous allez pouvoir y retrouver la petite vidéo que Camille vous a montrée au début, la pastille animée, mais aussi des documents à télécharger et des vidéos d'experts, puisque vous retrouvez Camille juste un tout petit peu plus bas. Et voilà. Ensuite, pour aller assez vite sur la présentation, on va aborder exactement les mêmes thèmes qu'on vient d'aborder dans le webinaire. Hein. C'est que comment éviter le silence organisationnel grâce à la culture juste. Et comment le fait d'établir une culture juste et équitable va permettre d'établir un climat de confiance et de transparence au travers d'un chapitre avec un témoignage d'une entreprise adhérente sur comment créer les conditions de confiance pour avoir un engagement sécurité de tous que vous retrouverez ici, qui est très intéressant. Ensuite, on va travailler sur la réaction vis-à-vis des écarts. Hein. C'est là où on va définir ce qu'est une erreur et ce qu'est une violation. Et pour le coup, je vous propose de regarder très rapidement une petite vidéo. Alors, c'est aussi une vidéo animée, comme celle que Camille vous a présentée, mais cette fois, c'est une vidéo qu'on a construite ensemble au travers du partenariat et qui va synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc, je vais lancer, j'augmenterai le son dans un second temps, donc ne vous étonnez pas si au début c'est très très faible. Culture juste. De quoi parle-t-on ? La culture juste est une démarche qui favorise une communication fluide pour éviter le silence organisationnel. Pour chaque acteur, elle va établir la confiance nécessaire, facilitant les échanges et les remontées d'informations, indispensables à l'amélioration continue de la sécurité. Elle contribue à capitaliser sur les retours d'expérience et à responsabiliser tous les acteurs de l'entreprise. Cette culture juste nécessite un comportement cohérent, sans faille et exemplaire du management et n'est possible que sous certaines conditions, telles que la mise en œuvre d'actions concrètes axées sur la prévention des risques graves ou majeurs et s'appuyant sur les dispositifs connus de tous, et des réactions prévisibles, homogènes et appropriées, quelles que soient les circonstances de reconnaissance ou d'écart à un attendu. Ces réactions s'appuient sur un guide de réaction juste, compris et partagé par tous. Pour une situation d'écart à un attendu, ce guide doit en particulier faire la différence entre une erreur qui est un écart non intentionnel avec des effets non désirés et une violation ou une transgression qui, elle, enfreint volontairement une règle ou un standard. Le traitement des signalements doit donc tenir compte de cette différence. Dans une entreprise où la culture juste est déjà présente, lorsqu'une situation à risque, un événement non souhaitable ou un écart à l'attendu est signalé, tout d'abord, l'encadrant valorise positivement le fait qu'on lui remonte l'information, même si les nouvelles ne font pas plaisir. Ensuite, il prend immédiatement les mesures conservatoires nécessaires. Puis vient le temps de l'analyse. L'encadrant évalue avec les personnes impliquées les conséquences réelles et potentielles de la situation remontée. Si elles sont élevées, ils analysent les causes profondes qui peuvent être techniques, organisationnelles, y compris l'interface entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes, ou humaines.
Cette analyse donne alors lieu à un traitement des causes profondes. D'une part, indépendamment des personnes concernées, il y a une mise en place des actions de fond pour éviter la reproduction d'une situation semblable. D'autre part, il y a un traitement managérial des causes liées aux personnes impliquées dans l'événement en utilisant le guide de la réaction appropriée dans lequel sont définies les actions de reconnaissance, d'accompagnement ou éventuellement de sanctions. Cette approche de l'analyse partagée puis du traitement approprié des causes profondes permet de mieux accompagner tous les acteurs et contribue à consolider le climat de confiance dans l'entreprise, indispensable à une meilleure prévention des risques. Alors, je me permets de rebaisser un peu le son, hop, de sortir de la vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo qui, vous allez le voir, fait le lien entre ce module pédagogique et le module qui va avec, application de terrain, qui vous propose des outils dont vous avez entendu parler dans la petite vidéo, le guide de la réaction appropriée et l'analyse des comportements. Du coup, chapitre suivant, on va travailler sur justement l'aspect qui est nécessaire aussi à notre thème de la culture juste et équitable, c'est-à-dire la reconnaissance des comportements positifs. Vous avez un petit document à télécharger qui est très intéressant sur comment reconnaître les comportements positifs, intitulé Impact. Vous avez également une petite activité type chasse au risque, mais c'est à l'inverse, une chasse aux bonnes pratiques, hein, c'est pour s'entraîner à reconnaître les comportements positifs. Voilà. Ensuite, un dernier chapitre qui parle des étapes du développement d'une culture juste, où vous allez retrouver une petite vidéo un peu de synthèse des différentes étapes par lesquelles il faut passer et une activité autour des symptômes visibles de la nécessité d'une culture juste. Donc voilà pour notre module pédagogique, on va dire. Je réinsiste parce qu'effectivement, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais à chaque fin de module, vous retrouvez un test, enfin un quiz interactif au travers duquel vos salariés peuvent s'identifier et compléter ce quiz de fin de module pour quelque part identifier la réalisation des quiz, qui n'est pas le cas. Enfin voilà, avec la Maz Academy, on sait qu'il y a un biais puisque toutes les connexions se font au nom de l'entreprise, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Sur le module application terrain, il est un peu différent de ce qu'on retrouve en général dans la Maz Academy, puisqu'il s'agit d'une étude de cas. Et je trouve que quelque part, le Rex que Caroline vient de nous faire colle très très bien à l'étude de cas, puisque dans cette étude de cas, vous allez être confronté, alors là c'est à un accident en particulier, mais il y a ce constat il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont fonctionne l'organisation et il faut aller un petit peu plus loin. Donc vous avez tout le contexte où Pierre, qui est un chauffeur routier salarié intérimaire d'une entreprise qui s'appelle Bon Caillou, a été victime d'un accident sur le site d'une centrale à béton qui s'appelle Béton Frais. Et vous allez, vous, utilisateurs de la Maz Academy ou vos salariés, être accompagnés au travers des différents chapitres de ce module dans l'analyse de cet accident et dans le fait de prendre les décisions qui s'imposent vis-à-vis de l'écart qui a été, enfin des écarts qui ont pu mener à cette situation. Donc vous avez d'abord une vidéo de déroulé, on vous demande comme ça à chaud quelle serait votre réaction, qu'est-ce que vous feriez vis-à-vis de ce qui s'est passé, et ensuite on vous accompagne dans les étapes suivantes. Donc après, évidemment, l'objectif, c'est d'aller approfondir le recueil des faits. Donc, vous allez avoir toute une série d'interviews des différentes personnes qui étaient partie prenante de l'accident. Donc, le chauffeur en lui-même, le chargeur qui est responsable de l'accident, la chef opératrice et le témoin également. Voilà, donc à vous d'écouter toutes ces interviews pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'analyse des faits. Dans un premier temps, on va vous accompagner sur comment faire ce petit document de synthèse de l'enchaînement des faits qui est téléchargeable. Et après, on va vous demander, dans un premier temps, sur cette analyse des faits, de trier les faits qui sont plutôt liés à l'organisation ou à un problème technique et les faits qui sont liés au comportement humain. Donc, vous avez un peu la synthèse qui est donnée ici, mais vous pouvez vous exercer sur l'activité qui est juste au-dessus, l'analyse des faits, et vous avez après le résultat là, quelque part, que vous pouvez télécharger pour le garder sous la main. Voilà. Ensuite, on va passer
à la première partie, c'est-à-dire l'analyse des causes profondes des faits qui sont liés à la technique et à l'organisationnel, en travaillant avec la méthode des 5 pourquoi, ce qui permet ça peut être utile effectivement de repasser sur un peu la théorie de cette méthode des 5 pourquoi dans un premier temps, et après son application à notre étude de cas. Et ensuite, chapitre suivant, évidemment, on passe à l'analyse des causes profondes des faits humains et de la réaction de la réaction juste qui doit s'appliquer au scénario qui nous est proposé. Vous avez une première activité sur l'analyse des comportements humains. Je l'ouvre rapidement, je ne vais pas la faire parce que je ne vais pas prendre le temps de lire, mais on vous resitue ce qui s'est passé pour chaque acteur et ensuite on vous demande de savoir si vous estimez qu'il y a un écart vis-à-vis des règles sur chacun des faits. Donc vous pouvez, voilà, est-ce que Pierre y connaissait et vous déplacez comme ça, est-ce que Pierre connaissait les règles et les procédures, est-ce qu'il savait les mettre en œuvre, voilà, et puis vous décalez et puis vous validez. Bon, voilà, là en l'occurrence, j'ai pas bon, c'est pas grave. Je suis revenue pas du tout au bon endroit. Donc voilà pour cet avant-dernier chapitre. Et dans le dernier chapitre, vous allez avoir la petite conclusion, évidemment, sur le travail que vous avez réalisé au cours de cette étude de cas. Et vous avez la possibilité de télécharger un outil Excel avec, vous allez voir, vous allez vous y retrouver. Il y a une grille de questions à poser pour analyser les comportements de l'intervenant, mais aussi du manager, tout comme Caroline vient de l'expliquer dans son retour d'expérience. Et vous avez les grilles de réaction appropriées qui sont associées. Donc, exactement basées sur le même principe du savoir, vouloir, pouvoir. Je vous laisse aller observer ce type d'outils. Et bien évidemment, ils sont mis à votre disposition. À vous de vous les approprier, de les réadapter à vos entreprises. Mais voilà, tout ça est à votre disposition pour travailler sur ce sujet pas si simple qui est la culture juste et équitable. Et moi, j'ai terminé le module, donc je reviens sur la page d'accueil. Très bien, merci beaucoup Maïté pour ce petit tour rapide mais efficace donc sur le module Culture Juste de la Maz Academy, où vous l'aurez compris, vous avez un certain nombre de ressources, donc tant dans l'approche pour donner du sens et sur l'approche terrain, donc avec des outils qui sont à votre disposition, et ça répond déjà à plusieurs commentaires ou questions qui ont été exprimés, puisque visiblement vous êtes très intéressés pour avoir donc des outils et continuer d'avoir des REX sur cette thématique. Donc il nous reste peu de temps, mais un peu de temps quand même, pour aborder quelques questions. Donc Camille, nous avons une question pour toi, et ensuite j'aurai 2 questions pour Caroline. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de pouvoir répondre de façon assez brève, sachant que tout cela pourra bien sûr être complété dans la foire aux questions. Alors Camille, un cas pratique. La caractérisation d'un écart montre que c'est une erreur. L'erreur est non sanctionnable dans l'organisation d'une entreprise. Est-ce que la non-sanction des erreurs est indépendante des conséquences de l'erreur? Par exemple, un impact technique, un impact humain. En d'autres termes, une erreur qui aura conduit à des impacts très lourds devra-t-elle rester non sanctionnable? Et vous avez 3 minutes pour répondre à ça. Mais merci pour celui qui pose la question. Quoi dire sur le sujet? Évidemment que c'est un sujet extrêmement sensible. Dans l'absolu, je vous dirais, évidemment, si on discute avec le monde, entre guillemets, académique, et puis un certain nombre de collègues, et puis si on a la conviction que l'erreur est un acte involontaire, et qu'il y a des conditions qui l'ont rendu possible, et que l'essentiel de la responsabilité provient de la situation dans laquelle on a placé l'individu. On le voit bien dans les accidents les plus dramatiques. On se souvient, il n'y a pas encore très longtemps, du déraillement d'un train, il me semble en Grèce, etc. Est-ce que tout doit retomber sur la personne qui était dans salle de contrôle et qui visiblement n'aurait pas pu rattraper cette situation?
Évidemment que la Grèce et l'ensemble de l'entreprise lui est tombé dessus, etc. On voit bien que l'analyse du système, d'effectuer depuis longtemps, les alertes qui avaient été faites sur la situation, qui montrent que quand on fait une action, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, il y a des contextes dans lesquels la personne se retrouve toute seule à gérer des situations dites impossibles. Donc, encore une fois, tout est une question d'analyse fine de la situation pour se rendre compte que si l'erreur provient effectivement d'une succession, pardonnez-moi, de défaillances qui proviennent à tous les niveaux de l'organisation, je ne vois pas dans quelle mesure cette erreur pourrait être sanctionnée. Donc ça, c'est un monde dans lequel, évidemment, à terme, on peut imaginer, effectivement, et on espère que les erreurs ne soient pas sanctionnées, si tant est qu'on est convaincu qu'il y a des causes. La seule chose que je vous dis aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises qui font de la culture juste, et pour en accompagner souvent, on regarde deux aspects. On regarde la caractérisation de l'écart, s'agit-il d'une erreur, et puis après on regarde souvent les circonstances, atténuantes ou aggravantes. Évidemment, la répétition de l'erreur, le caractère, la gravité potentielle des causes, l'attitude générale du salarié avant ou après l'événement, la remontée spontanée de son erreur ou si on l'a su tardivement et par la bande. Tout ça, ce sont des circonstances qui peuvent effectivement justifier par moment le fait que l'erreur mérite au moins une réaction et un recadrage très très fort si, en plus de l'erreur, il y a un certain nombre de circonstances ou de contextes qui lui est défavorable. Donc je vous prierai d'être là aussi très très prudent, de ne pas tomber dans une forme de simplification à l'extrême de on ne sanctionne aucune situation. Les erreurs, c'est à voir en fonction de votre maturité, de ce que vous décidez de faire. À partir du moment où vous l'assumez, il y a des entreprises qui aujourd'hui ont du mal à accepter la question du droit à l'erreur, c'est encore un petit peu dur, voilà, mais progressivement on évolue. Donc il faut regarder ça toujours de plus près, mais la question est extrêmement intéressante et évidemment critique sur le plan des principes culture juste. Très bien, merci beaucoup Camille pour avoir relevé le défi de répondre en quelques minutes à cette question qui effectivement est une question de fond et ce n'est pas si simple, ça dépend aussi beaucoup du cas par cas et puis surtout de tout le contexte et toute cette culture qui aura déjà été mise en place petit à petit et on le sait, ça prend du temps. Merci beaucoup. Une question pour Caroline. Caroline, les analyses appartiennent-elles à tous les managers ou doivent-elles être conduites par des personnels dédiés et formés? Finalement, chez SARP, comment avez-vous pratiqué? Alors, 8 régions. Je ne vais pas dire qu'il y a 8 pratiques, mais on n'est pas loin. En fait, les analyses d'événements, il y a des personnes forcément formées aux techniques d'analyse et puis vous allez retrouver tout un certain nombre d'acteurs. Vous allez retrouver la personne concernée, l'encadrement, la partie opérationnelle, tout un tas d'acteurs. Des fois, vous avez même des élus, ça dépend. Et puis, c'est après. C'est-à-dire que si au moment de cette analyse, il y a un consensus sur des fautes qui sont mises en exergue à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau opérationnel mais aussi managérial, N+1 voire N+2, à ce moment-là, il y a sur une des régions, donc elle est pilote sur le sujet, il y a un comité qui est réalisé avec la présence de la DRH, du DR, donc le directeur de région, et puis il prend dans son comité les homologues de ces autres régions de manière à ce que, entre opérationnels et vivant le même quotidien, etc., ils arrivent à échanger de manière à ce que vraiment ce vers quoi on se dirige, c'est-à-dire que la décision de la sanction ne se fera toujours, et je rejoins Camille, qu'après l'entretien préalable, qu'après avoir étudié le dossier du salarié, après avoir discuté, échangé avec lui. Donc, je dirais qu'il n'y a pas
de réponses homogènes, mais que effectivement, là où il y a homogénéité, c'est sur la nécessité que les gens qui réalisent cet exercice soient formés et comprennent vraiment les mécanismes. Mais sinon, toutes les organisations sont possibles. Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, et tu mets le doigt sur un point qui a été abordé au travers des commentaires et des questions, c'est aussi le fait de la formation de ces personnes, et on sent bien que là, c'est un élément absolument essentiel et que ça ne se fait pas juste du jour au lendemain parce qu'on l'a décidé et parce qu'on ajoute une ligne de plus sur la mission en fait de ces managers ou des différentes personnes. Donc merci. Alors je vais passer à une dernière question parce que le temps passe et on se doit de respecter donc notre horaire. Caroline, complimenter dans un premier temps pour ensuite pointer les dysfonctionnements ne risque pas d'être considéré comme de la manipulation? Est-ce que vous avez pu être confronté à cela? Non, alors de la manipulation, je ne crois pas. Parce que si c'est de la manipulation, ça sous-entend qu'on valorise quelqu'un pour le critiquer derrière. Et en fait, ce n'est pas la personne, c'est pas ce qu'elle est, c'est les actes qu'elle réalise au quotidien dans notre organisation et dans notre entreprise qu'on valorise ou pour lequel on va travailler avec cette personne. Je pense que la question, elle est liée à l'exemple que j'avais soulevé en disant lors de visites managériales de sécurité, quand on va échanger avec un collaborateur, de toute manière, c'est toujours plus effectivement facile d'aller travailler sur des sujets qui pourraient être améliorés en ayant au préalable valorisé tout ce que la personne faisait déjà de bien. Ce n'est pas de la manipulation, je dirais plutôt que c'est de la bienveillance. C'est pour que la personne comprenne que, en fait, quand on vient et qu'on valorise tout ce qu'elle fait bien, c'est aussi pour garantir qu'elle continuera plus tard à bien le faire. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire des choses bien sans avoir l'impression elle-même que c'est quelque chose d'un peu particulier. Donc le fait qu'on lui dise que c'est bien et qu'on le valorise et qu'on le remonte, ça renforce cette bonne pratique. Le fait derrière parce que des fois vous faites des animations et il n'y a rien à dire et vous faites que féliciter la personne. En tout cas, ce qui n'est pas acceptable à mon sens, et en tout cas c'est pas comme ça que je forme et que j'essaye de transmettre, c'est que ce qui est très important, c'est de comprendre qu'est-ce qui a amené quelqu'un à commettre une erreur, à commettre une faute ou à faire une bonne pratique, ne serait-ce que pour donner du sens et pour pouvoir améliorer notre communication avec les autres. Et prendre le temps pour ça est excessivement important. Après, je n'ai pas l'impression que c'est de la manipulation, mais bon, voilà, je laisse chacun et chacune réfléchir à cette question. Mais oui, ça peut être de la manipulation si vous avez des arrière-pensées. Mais ce n'était pas le cas pour le coup. Très bien, merci beaucoup. Avant de donner la parole pour la dernière fois, donc pour la conclusion à Nicolas Chouteau, juste un grand merci donc à vous tous qui nous avez suivis parce que vous êtes plus de 500 personnes à nous suivre. Un grand merci aux représentants de l'ICSI, donc Alain Kyo et Camille Brunel. Un grand merci aux représentants du MAS, donc avec Maïté Niepceron, Nicolas Chouteau et aussi donc Caroline Joubert, donc en tant que vice-présidente du MAS français international. Et Nicolas, nous te donnons le droit de clore ce webinaire, ce 5e webinaire. Merci Muriel. Donc, je vais me répéter, hein, merci à vos interventions de chacun d'entre vous. Alors, je ne vais pas me répandre en remerciements. Je vais essayer de synthétiser en 1 minute ce qui s'est dit en 1h29.
Bon, on a compris que la culture juste et équitable, c'était un levier indispensable pour établir un climat de confiance et libérer la parole. L'objectif, c'est de remonter les informations, puisqu'il n'y a rien de pire que ce qu'on a peut-être tous un jour connu dans nos entreprises, c'est il n'y a rien qui remonte. Bon, bah, tout va bien. Hein. J'ai regardé sur le chat, certains parlent aussi d'indicateurs pastèque. Hein. La pastèque, tous les indicateurs sont verts à l'extérieur, mais finalement, quand on gratte un peu et qu'on ouvre la pastèque, il y a quand même pas mal de situations en rouge. Et c'est dans le rouge qu'il faut qu'on aille. Alors, on a parlé de culture juste et équitable. Alors, juste pour se rappeler, derrière le mot juste, qu'est-ce que l'on met? Des règles claires, connues et appropriées. Et équitable, c'est le même traitement pour tout le monde. Et là, on revient sur la notion de, il n'y a pas que le gars de terrain qui peut ramasser, excusez-moi l'expression, mais tout le monde s'intègre dans cette culture juste équitable, y compris le management, et on remonte dans l'entreprise. Hein. Alors, quels sont les leviers? Alors, dans les incontournables, j'ai entendu, bien sûr, il faut un système de remontée d'infos, mais il ne faut pas imaginer forcément des trucs, avec des tablettes, des smartphones, des machins. C'est à l'accueil café, c'est à la prise de poste, etc. Tout ça, ça fonctionne pour remonter ces infos. Mais ce qui est extrêmement important, et ça Caroline l'a bien dit, hein, c'est on avait des remontées d'infos, nous, mais finalement, on ne faisait pas forcément un retour. Extrêmement important quand quelqu'un fait une remontée, surtout quand tu l'as bien dit, Caroline, on n'a pas forcément que des écrivains et des gens qui maîtrisent bien la langue ni l'écrit. Ils ont fait un effort, on se doit de leur faire une remontée, de leur dire oui, on s'en occupe. Donc ça, sinon, c'est vite réglé. Là, il n'y aura plus de remontée si on n'intervient pas. Donc, un système de remontée d'infos qui fonctionne, et deux, c'est là où on a beaucoup discuté, donc s'accorder sur un cadre d'analyse et de traitement de ces remontées d'infos. Et surtout, il va falloir commencer à faire la différence entre l'erreur et la faute, voire la faute intentionnelle, et admettre ce droit à l'erreur, ça passe par là. Donc, Caroline nous l'a montré, donc vous avez beaucoup travaillé chez SARP sur la définition d'une, alors je ne sais plus comment vous l'appelez, la charte de traitement des comportements ou des. Un logigramme. Voilà, le logigramme de traitement en tout cas des événements. Ouais. Extrêmement important. Vous avez aussi abordé, là c'était Camille, la notion de... non, c'est Caroline aussi, mais la notion de traitement positif. On a trop tendance chez nous à dire le négatif. Donc, tu as parlé de salariés engagés, de salariés proactifs, de salariés exemplaires. Donc, vous avez proposé aussi des moyens de traitement, de valorisation de ces trois types, on va dire, de salariés. Bon, au final, pour dire donc que bien sûr, c'est beaucoup de travail, ça tu nous l'as dit Caroline, mais que vous avez le sentiment que ça y est, ça porte ses fruits et que vous êtes enfin en train d'attaquer ce fameux plancher de verre où on sent que beaucoup de nos adhérents sont en train de buter. Donc, pour conclure, alors si les FOH ont été intégrés maintenant dans le référentiel MAS 2024, c'est aussi pour vous encourager à attaquer ces sujets, mais on ne vous laisse pas seul là-dessus. Maïté vous a montré, MAS vous propose des outils, il y a des parcours pédagogiques. Allez-y, allez sur la MAS Academy, regardez, peut-être que ça vous conviendra, peut-être que ça ne vous conviendra pas, c'est pas grave, mais au moins allez faire un tour, on vous donne des choses, profitez-en, parce que maintenant, il faut qu'on y aille tous ensemble, parce qu'on a tous envie de briser ce plancher de verre. Alors, essayons de franchir tous ensemble un cap. Et je vous souhaite de profiter de tous ces outils, de ces retours d'expérience. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire. Merci à toutes et tous et je rends la parole. Mais je crois que c'est le moment surtout de se dire au revoir. Et donc, on va clôturer le webinaire. Je souhaite à tout le monde une excellente journée. Voilà, et on souhaite à tout le monde une excellente journée. Au revoir à tous, merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.